Bonjour et bienvenue sur notre premier podcast consacré au e-commerce et destiné aux e-commerçants ou ceux en devenir. Je me présente Aurélie et je suis accompagnée de Charles. Bonjour Charles. Bonjour Aurélie et bonjour à tous. Au sommaire de ce podcast, nous allons parler des 5 erreurs à éviter lors de la création d'un site internet. Ensuite, nous évoquerons la sécurisation des paiements sur votre site. Et enfin, nous accueillerons Florent Camissouli, entrepreneur et fondateur de Fit Rack, pour nous raconter le développement de sa marque grâce au e-commerce. Merci Charles pour ce sommaire très clair. Nous avons hâte d'en savoir plus. Je te propose donc de commencer avec les 5 erreurs à éviter lors de la création d'un site internet. Alors, dans le top 5 des erreurs à ne pas commettre, nous avons en cinquième position la sous-traitance de la création de votre site internet à la mauvaise personne. Effectivement, on retrouve cette problématique chez certains entrepreneurs qui démarrent. Aurais-tu des petits tips pour nos auditeurs? Oui, bien entendu. Alors déjà, il faut savoir que confier la création de votre site internet à une personne n'ayant pas toutes les compétences vous fera débourser au final plus d'argent. Ouch. Ouais, pour trouver le bon prestataire, vous devez définir avec lui vos besoins, mais aussi les objectifs. Puis vérifier que vos besoins et ces objectifs soient en cohérence avec les compétences et surtout l'expérience de votre prestataire. Hmm. Je m'explique. Si l'objectif principal de votre site internet est de développer vos ventes, il faudra choisir un prestataire qui a l'habitude de développer des sites e-commerce. Vous aurez alors son accompagnement et son expertise sur le parcours d'achat et l'optimisation. Ah bah dit comme ça, cela a l'air simple. En effet, nous constatons que trop d'entreprises sont mal conseillées dans le domaine du e-commerce. Passons maintenant à la quatrième erreur. Alors, en quatrième position, nous avons ne pas définir d'objectifs clairs et précis pour son site. Et du coup, cette erreur arrive en complément de l'erreur précédente, puisque définir des objectifs clairs et précis permet de cadrer la demande auprès de votre prestataire. Et c'est exactement là où je voulais en venir, Aurélie. Si vous souhaitez créer un site internet, il doit avoir une fonction. Il est primordial de définir au préalable les objectifs de ce site. Donc si j'ai bien compris, avant de créer un site internet, je dois par exemple définir des objectifs comme améliorer la visibilité, la notoriété de mon entreprise Mhm. et 2, expliquer mon activité. C'est exactement ça, Aurélie. Et grâce à ces objectifs, nous pourrons définir si tu as besoin d'un site vitrine ou d'un site e-commerce. Et tu l'auras compris, le parcours client, il est bien différent. Éclaire-nous d'ailleurs, s'il te plaît, sur la différence entre site vitrine et site, e-commerce. Alors, le site e-commerce, il permet aux utilisateurs d'acheter des marchandises physiques ou des services d'ailleurs, tandis qu'un site vitrine a pour fonction de présenter une entreprise, l'organisation ou même les produits. Mais tu n'auras pas, Aurélie, malheureusement, la possibilité d'acheter sur ce site. Donc pour simplifier, je peux acheter des produits et des services sur un site de e-commerce, ce qui n'est pas possible sur un site vitrine. C'est bien ça. Le site vitrine, il vous permet d'être présent sur Internet et de vous faire connaître. Merci pour ces éclaircissements, Charles, ce qui prouve quand même qu'il est bien important de définir les fonctions de son site internet en amont. C'est Passons ça. maintenant à la troisième position des erreurs à éviter. Alors Aurélie, nous avons ne pas intégrer de stratégie SEO lors de la création de contenu du site Internet. Charles, est-ce que tu penses sérieusement à nos auditeurs et surtout à moi quand tu utilises des termes aussi barbares? Alors, celle-là, je l'attendais, je vais vous expliquer. Le SEO, c'est un terme anglais pour désigner le référencement naturel. Et là, tu vas me demander ce que veut dire le référencement naturel. Eh bien, tu commences à bien me connaître, c'est bien. Alors, c'est très simple. Le référencement naturel, c'est l'art de positionner un site web dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Donc, de le rendre plus visible et le plus rapidement possible. Là, c'est plus clair. Mais donc, comment intégrer cette stratégie à un site internet? Alors, le SEO, donc le référencement naturel, il repose sur trois piliers. La technique, le contenu et la popularité. Le pilier technique, il doit être plutôt effectué par votre prestataire. D'où l'importance de bien le choisir. Exactement. Et concernant le contenu, il ne doit pas être écrit au hasard, il doit respecter un certain fil rouge, une cohérence avec le site. Votre site doit avoir au moins trois mots-clés. Il me semble qu'un mot-clé est en fait un ensemble de mots. Donc, par exemple, si je souhaite créer un site internet pour y vendre des chaussures, pour hommes, pour femmes Mhm. et enfants, Au hasard. au hasard pur. Mes mots-clés principaux seraient chaussures femmes,
chaussures hommes et chaussures enfants. Exactement, Aurélie. Vos mots-clés sont les mots que vos prospects tapent le plus sur les moteurs de recherche. Plus ces mots-clés seront présents sur votre site internet, et plus le moteur de recherche rendra visible votre site internet. C'est donc aussi pour ça, qu'il est important d'avoir une partie blog maintenant sur son site internet. Tout à fait. Cette partie permet d'écrire des articles pertinents pour les prospects et donc de travailler le référencement naturel. Absolument, Aurélie. Nous pourrions passer des heures à parler de référencement naturel, mais je pense qu'il est grand temps de passer à la deuxième position dans le classement des erreurs à éviter. Tu as raison Charles de nous remettre sur le droit chemin. Et pour cette deuxième position, nous retrouvons ne pas optimiser son site internet pour les smartphones. Et cette erreur peut paraître anodine, mais Aurélie, en 2022, dans 75% du temps, c'est le smartphone qui est utilisé pour aller sur Internet, selon Médiamétrie. Alors effectivement, Charles, la dernière fois que j'ai fait du shopping, c'était bien sur mon téléphone et non sur un ordinateur. Et je te rassure, moi aussi. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas négliger l'optimisation du site sur le mobile, ce que l'on appelle mobile responsive. Tu reviens à la charge avec tes anglicismes. Alors oui, mais cette fois-ci, Aurélie, je vous ai donné l'explication. Ok, je te l'accorde. Je comprends d'ailleurs surtout qu'un site internet qui n'est pas compatible avec les smartphones perd automatiquement les trois quarts de ses potentiels prospects et ce n'est pas négligeable. Ah, ça non. Donc tu as bien compris, le smartphone, c'est un enjeu crucial pour la visibilité de vos sites internet. Tout à fait. Passons maintenant au top 1. Ne pas travailler sa visibilité une fois le site en ligne. Ah oui, cette erreur a sa place en top 1 puisque la mise en ligne de votre site internet, ce n'est qu'un début. Il ne faut surtout pas s'arrêter là. Je dirais même plus, la mise en ligne du site internet est seulement la première étape. Oui, tout à fait. Une fois que le site est opérationnel, il est primordial de le faire vivre afin de le rendre visible auprès de vos prospects. Ok, mais comment faire vivre son site internet? Peux-tu nous donner quelques conseils? Avec plaisir. Par exemple, en ajoutant régulièrement des articles à la partie blog du site internet, en publiant les dernières actualités de vos entreprises, en étant en cohérence avec les saisons. Par exemple, pour les fêtes de fin d'année, Aurélie, faire un petit design un peu plus festif. Je vois et je te confirme que lorsqu'on visite un site internet avec une mise à jour qui date d'il y a 2 ans, voire avec une déco de Noël en plein mois d'août, euh, C'est décourageant. ah bah je quitte le site, hein. On peut par contre utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent faire des merveilles lorsqu'ils sont bien utilisés. Vous pouvez animer régulièrement vos réseaux et attirer votre communauté sur votre site internet pour augmenter son trafic et donc, tu l'auras compris, les ventes. Écoute, avec tous ces conseils d'experts, je pense que vous qui nous écoutez êtes enfin prêts pour créer votre site internet. Et Aurélie, tu me rejoins, on sera ravis de les voir. Bien sûr. Maintenant, si vous êtes d'accord, je vous propose de passer à la deuxième partie de notre podcast, le parcours client sur internet avec le Smart 3D Allez, Secure. c'est parti. Pour plus de compréhension, nous allons d'abord définir le 3D Secure simple. Vous avez tous déjà effectué des achats sur Internet, surtout Aurélie. Super la réputation. Et oui, lorsque vous arrivez à l'étape du paiement, après avoir renseigné vos coordonnées bancaires, vous recevez sûrement une notification, tu sais, sur ton application bancaire pour vérifier que c'est bien toi qui achètes et valider ton achat. Effectivement. Et bien que ce soit obligatoire, c'est un tantinet agaçant cette perte de temps. Ouais, et c'est là que le Smart 3D Secure entre en jeu. Cette innovation va vous permettre d'effectuer votre vérification d'identité au premier paiement. Puis il enregistrera vos coordonnées, votre identité pour les prochains achats, sans cette fameuse étape. Donc par exemple, je dis bien c'est un exemple. Mhm. Si j'ai l'habitude de commander des chaussures sur un site internet précis, Encore un exemple, oui. oui, toujours, Mhm. et que je souhaite recommander sur ce même site, Mhm. je n'ai plus l'étape de demande de coordonnées bancaires et de vérification de l'application bancaire si le site est équipé de Smart 3D Secure. C'est exactement ça, Aurélie, tu as tout compris. Et cette étape en moins permet aux marchands d'augmenter leur taux de conversion, puisque les abandons de panier, ils sont courants au moment de cette étape de vérification. Eh oui, c'est ce qu'on appelle chez moi communément la flemme. Mais rassure-moi Charles, cette innovation sécurise tout de même nos paiements. Alors oui, pas d'inquiétude sur ce sujet, Aurélie. Le Smart 3D Secure calcule en temps réel la probabilité que le paiement soit frauduleux et il déclenche automatiquement la demande de vérification des coordonnées bancaires et d'identité lorsqu'il y a la moindre suspicion de fraude. Eh bien, en tout cas, je suis ravie d'avoir découvert cette innovation qui facilitera grandement mes futurs achats
et surtout le parcours d'achat de vos futurs clients en ligne. Nous accueillons désormais Florent Camisuli, gérant de l'entreprise Fit Rack. Bonjour Florent. Bonjour. Bonjour Florent, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais commencer par te présenter. Tu es le co-gérant avec Xavier Anton de Fit Rack et d'une salle dédiée au CrossFit, CrossFit Démon, et je tiens à préciser que c'est en 2 mots. Fit Rack est une société lyonnaise créée en 2015 et spécialisée dans l'équipement de sport fonctionnel. Alors juste si Florent, tu peux nous faire la précision de la définition de l'équipement de sport fonctionnel pour ceux qui ne sont pas de l'univers du sport. Ouais, alors pas de souci. Alors l'entraînement fonctionnel pour faire large, pardon. En fait, c'est uniquement tout ce qui n'est pas à charge guidée où on va isoler un muscle. En fait, le but c'est de travailler l'ensemble du corps en même temps. Donc en fait, tout ce qui est charge libre, comme des haltères, des kettlebells, je sais pas si ça vous parle, ces boules avec les anses, ça va être de l'entraînement fonctionnel. C'est à partir du moment où c'est une charge que en gros, c'est l'être humain qui va faire le mouvement et pas la machine. C'est très clair, merci beaucoup. Florent, raconte-nous un peu comment tout a commencé avec Fit Rack. Alors à la base, donc avec Xavier, donc on est ingénieur de formation, donc on a fait une école d'ingénieur en mécanique et production. On était tous les deux dans des sociétés, donc lui dans une entreprise qui fait de la chaudronnerie, donc tout ce qui est soudure, des coupes laser, tout ça. Moi j'étais dans une société qui faisait tout ce qui était emballage, et en fait et je gérais aussi la maintenance, et en fait on faisait du sport tous les deux dans une salle. Et on a commencé à faire des structures pour pendre des accessoires CrossFit ou pendre voilà tous les éléments pour faire des tractions de ça. Et du coup, donc le gérant de cette salle voulait qu'on lui fasse une petite structure. Donc on a commencé comme ça. Et les coachs sportifs qui étaient dans cette salle nous ont justement dit, bah moi j'ai peut-être un client qui serait peut-être intéressé pour une structure. Donc l'idée est venue comme ça. Donc on a commencé à faire un petit site et puis après c'est parti et puis on s'est lancé à 100% là-dessus. Super, on sent effectivement que c'est beau d'avoir fait naître une activité depuis une passion commune. Mais du coup, quelles étaient vos cibles principales? Et aujourd'hui, quelles sont-elles, les particuliers, les salles de sport? Alors au départ, c'était vraiment les salles de fitness, mais vraiment orientées fonctionnelles. Ensuite, on s'est élargi aux salles de fitness classiques qui ont implanté des espaces d'entraînement fonctionnel. Et après, on s'est élargi aussi à tous les clubs et les collectivités qui font justement soit du rugby, soit du tennis, etc. Où justement, dans la préparation physique, ils ont mis aussi cet esprit fonctionnel et cet entraînement fonctionnel en préparation physique. Et après, on s'est développé avec l'armée, on s'est développé avec des lycées, avec des kinés aussi, qui maintenant travaillent beaucoup de cette façon-là. Et du coup, on équipe beaucoup de secteurs d'activité différents. Ouais. Il me semble d'ailleurs que tu livres tes produits aussi à l'étranger, c'est bien ça? Alors oui, donc on est aussi maintenant présent sur le Benelux, donc tout ce qui est Luxembourg, Belgique. On travaille aussi avec la Suisse. Et après, derrière, on livre beaucoup tout ce qui est dom-tom aussi sur l'île de la Réunion. On a un revendeur, par exemple. Et après, on peut livrer aussi Mayotte, on a livré aussi la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tout ça. Donc on est présent sur différents territoires. Ouais. Je pense que vous n'imaginiez pas livrer vos équipements aussi rapidement dans tous ces pays, en tout cas. Et justement, parce que Fit Rack essaie de se différencier de ses concurrents, peux-tu nous parler de l'élément ou des éléments qui différencient Fit Rack? Alors le premier élément à prendre en compte, c'est le Made in France sur les structures métalliques, donc les structures qui servent à faire des anneaux, du monté de corde, des tractions, tous les éléments en fait pour se suspendre. Où on fait du Made in France, c'est dans la région lyonnaise en plus. Donc nos fournisseurs, que ce soit nos peintres, nos soudeurs, tout ça, c'est tout dans la région. Et du coup, donc on peut faire vraiment du sur-mesure sur ces produits-là. Et ensuite, il y a aussi donc la qualité du service après-vente. Donc, contrairement à beaucoup de concurrents qui, dès qu'ils ont livré la marchandise, on n'a plus de nouvelles si la marchandise est bien arrivée chez le client. Nous, on essaye justement d'avoir un gros suivi et d'être très réactif de ce côté-là. Et après, il y a tout ce qui est qualité produit. Comme on est ingénieur de formation, on travaille beaucoup sur les produits, sur les plans, sur la conception pour qu'elle soit le plus durable possible, pour que nos clients soient contents de nos produits. En parlant de la croissance de Fit Rack, à partir de quel moment, quel a été l'élément clé qui a fait que la société a pris un tournant aussi important au final? Alors c'est vrai qu'il y a eu un élément important qui a fait qu'on a évolué, et comme il y a beaucoup de sociétés, ça a été soit un mal soit un bien, mais c'est vrai que le Covid a été pour nous un élément qui nous a permis. Alors c'était en 2 temps. Au tout début, donc quand il y a eu le Covid, il y a beaucoup de particuliers qui sont équipés chez eux. Donc forcément, on a eu un très gros essor, nous, sur nos commandes sur notre site internet.
Par contre, de l'autre côté, il y a tous les pros qui, eux, ont en gros fermé leurs portes pendant un moment. Et là, ça nous a fait un coup. Mais par contre, c'est vrai que sur le moment même, ça nous a fait une grosse évolution qui nous a permis d'embaucher des préparateurs de commandes, etc. Et ensuite, derrière, vu qu'on avait les préparateurs de commandes pour générer ce flux, on a embauché aussi des commerciaux pour justement revenir vers les pros quand les pros ont réouvert. Et on a pu progresser comme ça. Ouais. C'est vrai que le Covid nous a tous rappelé qu'il fallait se remettre au sport après quelques mois coincés dans son canapé. Tout à fait. Et tu as parlé de site internet. À quel moment vous avez songé à une stratégie digitale, donc la création du site ou éventuellement les réseaux sociaux? Est-ce que c'était au début? Est-ce que c'est venu progressivement? Alors nous, dans le développement, c'est venu en fait dès le début. D'ailleurs, on a même commencé en fait notre premier site. En fait, c'était déjà un site e-commerce avec les moyens de l'époque, parce qu'il y a 7 ans, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Donc, on avait fait avec les moyens du bord, surtout le site internet, on a tout fait nous-mêmes à chaque fois. Donc, on n'a jamais fait appel à des agences particulières. Donc, on a commencé directement en fait avec une boutique en ligne. Et ensuite, derrière, elle s'est développée. On a changé plusieurs fois de logiciel pour cette boutique pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Ouais. Donc, vous utilisez le site internet Fit & Rack pour vendre. Et est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour la partie visibilité? Alors maintenant, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est incontournable, que ce soit Instagram, Facebook, surtout dans le monde du sport comme nous aujourd'hui, où il y a beaucoup d'éléments qui sont télévisés, qui sont toutes les compétitions, tout ça. Et notre public est beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc forcément, c'est un élément principal. Donc ça, si on n'est pas visible sur les réseaux sociaux, on sera pas visible sur notre site internet et sur notre communication. Donc c'est un gros élément pour les particuliers et même les pros qui aussi sont sur les réseaux sociaux, car c'est des gérants de salles qui suivent les actualités dans le domaine. Donc c'est un très gros point pour nous. Ouais. Du coup, question qui nous intéresse, c'est aussi à quel niveau le e-commerce participe à votre chiffre d'affaires, à Fit & Rack Alors le e-commerce en lui-même, donc sur la partie particulier, c'est à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Et j'ai également vu que vous aviez votre propre team d'athlètes Fit & Rack. Est-ce que vous gérez seul la communication avec de la société ou vous faites appel à une agence de com pour vous aider? Alors non, alors c'est des athlètes, quand on dit les athlètes Fit & Rack, c'est vrai que c'est des athlètes qu'on sponsorise et c'est les meilleurs Français actuellement. Voilà, justement, avec une équipe lyonnaise qui va partir justement à la plus grosse compétition de CrossFit, qui s'appelle les CrossFit Games, donc qui a été qualifié il y a peu. Donc c'est vrai que c'est une petite victoire. Ils y avaient déjà été l'année dernière, donc c'est top pour nous et pour cette équipe-là. Et derrière, après, non, c'est pareil, c'est nous en interne où on a des équipes qui s'occupent de la partie communication et qui travaillent avec ces athlètes pour le contenu média, pour avoir les vidéos, tout ça. Ouais. Si on parle un peu plus solution technique. Charles, notre expert de la technique. Et oui, il en faut bien. Florent, qu'est-ce qui a fait que tu as opté pour ta solution de paiement actuelle? Alors tout simplement parce que c'est une des solutions qui est dans les moins chères du marché. Justement, comme on avait parlé avec l'explosion avec le Covid et l'explosion en fait de notre site internet, la partie particulière, c'est vrai qu'il y a les solutions qui existent qui prenaient des pourcentages sur le chiffre d'affaires ou même des frais plus importants. On s'est vite rendu compte que ça pouvait devenir un coût très important. Donc c'est pour ça qu'on a tout le temps en fait cherché d'autres solutions. On avait trouvé une solution qui était moins chère, mais qui par contre était très archaïque et à utiliser. On avait du mal en fait à nous y retrouver. La solution actuelle avec PayPlug nous permet justement d'avoir une visibilité claire sur la partie des commandes faites par les particuliers et de suivre mensuellement justement les commandes, comment elles ont été passées et le parcours avec les cartes des clients pour savoir à quel moment ça a pas marché ou marché en fonction des clients. D'accord, c'est vrai que la simplicité aide aussi dans le choix et on va pas se le cacher aussi, Aurélie, le prix. Ah oui, complètement. Ça rentre en ligne de compte largement. Pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer dans le e-commerce? Je pense qu'aujourd'hui, qu'on touche le particulier ou le pro, ça devient incontournable dans tous les secteurs d'activité. On voit même, il y a beaucoup de professionnels qui s'adressent aux autres professionnels dans le B2B, qui aiment maintenant des plateformes e-commerce où justement, où le fournisseur peut directement en fait se connecter au site internet du fournisseur pour pouvoir passer ses commandes en ligne, parce qu'on cherche toujours plus de rapidité, toujours plus de simplicité, et c'est le meilleur moyen d'y arriver. Merci beaucoup Florent de nous avoir accordé ton temps. En tout cas, vous êtes le premier ambassadeur et testeur de votre marque puisque tu testes tes produits dans votre salle de CrossFit des Monts, et ce qui prouve l'authenticité de Fit & Rack aussi.
Effectivement, en tout cas, c'était un plaisir d'écouter un passionné comme toi et merci d'avoir partagé l'histoire de Fit & Rack avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Et quant à nos auditeurs, on se donne rendez-vous très prochainement pour notre prochain podcast e-commerce. Je vous souhaite une bonne journée.